Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Si je prends le train, pour découvrir l'Europe, c'est de le faire, puis de montrer que c'est possible et accessible et de donner cet exemple-là qu'il y a des gens qui ont envie de l'essayer et cet effet boule de neige, il va être beaucoup plus puissant que de juste moi, le faire ou pas le faire. Dans cet épisode, j'échange avec Maria Camila, une voyageuse dans l'âme qui a grandi à la croisée des cultures colombiennes et canadiennes et qui a aujourd'hui façonné un mode de vie nomade sur mesure grâce à son activité de freelance en communication. Depuis presque 2 ans, elle explore l'Europe en alliant immersion culturelle et puis travail à distance. Notre discussion était vraiment très dense et c'était super intéressant, donc j'ai rien voulu couper. Alors, je l'ai divisée en 2 parties. Aujourd'hui, elle nous raconte son parcours, ses voyages, ses expériences en Europe, comment elle a fondé son activité de freelance en communication tout en étant nomade, et puis comment elle voyage de la manière la plus responsable possible pour être en accord avec ses valeurs. D'ailleurs, sur ce dernier point, on a une ressource gratuite qui sera, je pense, très, très précieuse si vous voulez planifier un voyage. Alors écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Salut Maria Camila, ça me fait très, très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Salut Chloé, je suis aussi très contente de t'ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maria Camila, j'ai 26 ans et je suis colombo-canadienne. Donc, je suis née en Colombie où j'ai passé le début de mon enfance. Et ensuite, avec ma famille, on a immigré au Canada quand j'avais 8 ans seulement. Et j'ai grandi là-bas la plupart de ma jeunesse, adolescence et jeune adulte. Et après 15 ans au Canada, donc, j'ai quitté pour un an d'études en Europe et depuis ça, je suis nomade. Et aussi, je travaille comme freelance en communication. Waouh, quel parcours! D'ailleurs, on entend, ton petit accent, québécois et ça fait super plaisir parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un, qui vient du Québec sur le podcast. Donc cette diversité me fait vraiment très plaisir. Donc tu disais que depuis tes études, tu étais nomade. Est-ce que tu peux expliquer un peu, quelle forme prend ton nomadisme? Comment ça se passe pour toi? Oui, donc en fait, j'ai fait un an d'études en Belgique. C'est le moment que j'ai quitté, chez moi et après les études, je me suis rendu compte que je voulais continuer à voyager, à explorer l'Europe. Donc c'est là que j'ai commencé à être nomade. Pour moi, vraiment le moment de dire: «OK, je suis nomade», c'est quand j'ai rendu mon appartement, à Louvain-la-Neuve en Belgique, qui est la ville où j'étudiais. Et là, je me suis lancée. Là, je suis partie en voyage pour la première fois et ensuite, j'ai enchaîné plusieurs destinations. Donc mon nomadisme, il est vraiment, assez flexible et variable selon les périodes, selon les contextes. Pour moi, c'est vraiment un mix entre, des périodes de volontariat, des périodes où je voyage, des périodes où je vais, rester chez mes proches. Donc par exemple, chez mes grands-parents en Colombie. Il y a une époque aussi, un moment où je suis retournée chez mes parents au Canada. Il y a des moments où je suis chez mon copain en Belgique, donc ça va être, super, super varié là. J'ai pas comme une formule, qui reste, mois après mois et en gros, ça va vraiment être un nomadisme, où je prends mon sac à dos et je m'en vais en transport en commun. Donc je prends surtout le train, l'autobus, pour aller aux différentes destinations, ce qui est, assez accessible en Europe et que j'ai eu la chance de faire. Mais ouais, je te dirais que je suis rarement restée plusieurs mois au même endroit. Genre là, en ce moment, je suis en Belgique et c'est la première fois que je me pose, quelques mois, mais ça m'est arrivé de rester, 2 semaines au moins, à certaines destinations. OK, et du coup, si on reprend depuis la fin de tes études, ça fait combien de temps là? Ça fait 1 an et demi, à peu près. Donc 1 an et demi à bouger beaucoup et tu te poses pour la première fois. OK, et donc comment est-ce que tu finances, tout ça, tes voyages? Oui, donc en fait, au début de mon nomadisme, je venais de finir mes études. J'avais pas encore entamé ma carrière professionnelle, on va dire. Ça a été vraiment un saut dans le vide et je me suis dit: «Bah, je vais commencer à voyager et en voyageant, je vais construire mes sources de revenus».
Et l'avantage, c'est que dans mon université au Canada, on avait eu plusieurs stages coopératifs. Donc, c'est des stages pendant lesquels tu es rémunéré comme si tu étais un employé. Et j'en avais eu 5 pendant mes études, donc pendant mon baccalauréat et ma maîtrise. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'économies parce que je restais chez mes parents la plupart du temps et tout ça. Donc, j'avais assez de fonds pour me dire, je peux me permettre un an complet sans revenu pour voyager et pour me bâtir une carrière, un mode de vie qui va être freelance et qui va me permettre de subvenir à mes besoins tout en finançant le voyage. Et c'est ce que j'ai fait. Et en ce moment, je suis rendue au stade où je suis freelance en communication, j'ai plusieurs clients, différents contrats qui me rapportent assez d'argent pour vivre et voyager en même temps. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, je suis allée en mode voyage petit budget quand même. OK, trop chouette. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ton activité de freelance en communication? Parce que du coup, t'orientes vers un nomadisme un peu plus digital, on va dire, parce que l'idée, c'est de travailler en ligne, mais en restant flexible, parce que j'imagine tu peux aussi avoir une période où tu choisis de ne pas prendre de mission pour faire un volontariat ou ton idée, c'est de rester flexible, c'est ça? Est-ce que tu peux Oui. développer un peu sur cette activité-là? Comment tu la vois? Est-ce que tu aimerais développer? Oui, c'est ça. Donc, mon activité, en communication, j'ai des contrats, avec des clients qui prennent différentes formes. Il y en a qui sont mensuels, donc c'est des clients qui ont décidé de me faire confiance pour, heu, mois après mois, garder une formule où, par exemple, durant un mois, je gère leurs médias sociaux, leur infolettre et c'est automatiquement renouvelable. Donc, pour l'instant, il y a pas de durée déterminée à ces contrats-là et j'en ai d'autres qui vont être ponctuels donc qui vont durer un mois ou 2 pour des projets plus spécifiques. Alors j'aime bien avoir les 2 parce que, comme tu dis, le fait de pouvoir dire: «Il y a des périodes où je prends moins de missions pour voyager plus», c'est une belle flexibilité, mais aussi le fait d'avoir les contrats stables, ça amène une tranquillité d'esprit financière de dire: «OK, je sais que chaque mois, j'ai au moins ces sources-là, de revenus qui me permettent de travailler» et c'est des contrats qui vont être vraiment, en communication, donc faire des plans et des stratégies de communication, gérer les médias sociaux, faire les visuels, parfois, conception site web, mise en page du document et quand je suis vraiment plus en mission sur le terrain, donc ça m'est arrivé avec les volontariats, par exemple, là, je peux aller créer du contenu sur place, donc de prendre ma caméra, m'en aller faire des photos, des vidéos, donc c'est là que ça devient, un peu hors du digital, même si ça reste avec une caméra. Et j'aime ça aussi parce que être derrière l'écran toute la journée, ça peut être très énergivore. Et pour te donner un autre exemple de mission que j'ai fait et pour lesquelles je suis ouverte à faire, c'est qu'en décembre, 2024, j'ai accepté de faire, 1 mois de marché de Noël en Belgique pour vendre des produits du Québec. Donc tu vois, rien à voir avec, mon activité freelance de base, mais au final, c'est une expérience super riche qui apporte quand même des compétences parce que c'est de la vente. Donc déjà, tu as des clients qui viennent, tu vois un peu comment ils réagissent aux arguments de vente, c'est quoi leur psychologie, c'est quoi leur barrière à faire un achat. Donc au final, ça m'apprend plein de choses que je peux appliquer aussi dans mon activité de freelance en communication et je suis vraiment ouverte à prendre des missions comme ça, à temps partiel ou quelques heures semaine en plus de mes activités en ligne. Trop chouette que tu puisses trouver un équilibre, dans cette diversité-là. C'est vraiment très sympa. Dans toutes ces expériences, donc tu as parlé de l'Europe beaucoup, où est-ce qu'exactement tout ton nomadisme jusqu'ici t'a conduite? Oui, donc j'ai eu la chance effectivement d'explorer beaucoup l'Europe. Je te dirais que ma première grande destination en tant que nomade, parce qu'il y a eu une période où je venais de finir mes études, où je suis partie en voyage en Europe, mais vraiment vacances à 100. Donc voilà. Mais depuis que je me suis dit: «Allez, je vais travailler et voyager en même temps», la première destination, c'était la Scandinavie. J'ai commencé ça en début de l'année 2024. Donc je suis partie, d'abord en Suède, une semaine en mode vacances. Mon copain est venu avec moi pour cette semaine-là. On est allé jusqu'en Laponie. Donc, on a pris des passes Interrail ou Eurail pour les non-européens, là. C'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, un pass qui te permet de voyager un certain nombre de jours sur une, durée de temps. Donc, par exemple, moi, j'avais pris sur 2 mois, je pouvais voyager pendant 10 jours. Donc, je pouvais faire 10 jours de trajet de train illimité, sur 2 mois et c'est vraiment avantageux parce que les prix des trains, ça peut être vite très cher, surtout si tu prends, dernière minute.
Et moi, je trouve ça difficile de prévoir trop de mois à l'avance. Donc, le fait d'avoir un pass Interrail, ça t'assure de pouvoir quand même voyager au prix que tu as payé ton pass et ajouter seulement les réservations de sièges selon les compagnies. Donc voilà, j'avais pris ce pass Interrail-là de 2 mois et c'est les 2 mois que j'ai pu explorer la Scandinavie. Donc d'abord, comme je disais, on est parti en Laponie et en train, on a fait 2 trains de nuit parce que c'est très, très loin, mais c'était vraiment une super expérience. Tu là avec tous les gens qui s'en vont aussi en Laponie dans des couchettes et tout le monde se partage des bons plans, des randos. Donc c'était une super expérience. Après ça, mon copain, il est rentré en Belgique parce que lui, il est belge et il était plus dans l'optique de trouver un travail en Belgique, mais moi, je voulais voyager. Alors voilà, je suis restée en Scandinavie en solo et là, je suis allée en Norvège où j'ai un peu visité quelques villes comme la capitale Oslo et ensuite, j'ai eu la chance d'être 2 semaines dans les fjords norvégiens dans une famille où je les ai aidés avec, des aspects de leur communication parce qu'eux, c'est des freelances aussi et ils avaient besoin d'un coup de main pour le site web, pour tourner des vidéos et c'était seulement quelques soirs par jour, donc ça me laissait le temps de, moi, travailler sur, le début de mon freelancing. Ça a vraiment été là où j'ai eu ma première mission, tout à fait random, là, genre, il y a quelqu'un qui a publié sur un groupe Facebook de diplômés, de mon université: «Ah, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la mise en page d'un document». Et j'avais répondu et c'était ma première mission freelance. Et en parallèle, j'ai commencé à bâtir mon portfolio, mon site web. Donc tout ça pendant que j'étais dans les fjords et que je pouvais sortir faire des randos dans les montagnes. C'était vraiment incroyable. Et ensuite, après ces 2 semaines-là, j'ai fait quelques jours de voyage, en train pour me rendre au Danemark. Et au Danemark, là, j'étais dans un éco-village où j'ai été résidente là pendant 2 semaines. Et en fait, c'est une formule qu'ils ont, c'est un forfait réduit où tu payes moins pour l'hébergement et la nourriture, mais tu donnes quelques heures de travail. Donc moi, encore une fois, c'est travail en communication. Donc je prenais des photos de leurs activités, je faisais des vidéos, des reels, je faisais aussi, la mise à jour du site web. Donc c'est exactement ce que j'aime faire et ce que j'ai étudié, tout en étant immergée dans une communauté éco-village et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup de faire. Et ensuite de ça, je suis rentrée en Belgique parce que là, le mois de mars en est et on avait la cérémonie des diplômes à lycée Louvain, donc l'université où j'ai étudié en Belgique. C'est l'anniversaire de mon copain aussi. Donc pour me rendre là, j'ai fait un petit circuit, un petit détour en passant par Berlin et par Prague aussi. Donc c'était super bien, là. C'était quelques jours pour découvrir, ces villes-là. Et ensuite, comme je te dis, je suis revenue en Belgique et là, j'avais envie de faire un autre volontariat, mais mon copain, il était dans une passe où il cherchait un travail et tout ça, qu'il était ouvert à essayer un peu de volontariat aussi, mais sans partir loin de la Belgique. Alors on s'est dit: «Pourquoi pas faire un volontariat en Belgique?» Et on a trouvé un volontariat, à Liège, dans le coin de Liège, pour ceux qui connaissent et pour lui, c'était vraiment un endroit où être en cherchant du travail et pour moi, en continuant de développer mon offre de freelance. Donc au final, moi, j'ai passé 1 mois au total dans cette famille. Lui, il a été 2 semaines et ensuite il est reparti parce qu'il a trouvé un travail. Et là, c'était vraiment, d'abord, c'était une surprise parce qu'on est arrivé là, c'était comme un château, c'était énorme, c'était super beau et on devait prendre soin de la maison, donc faire du ménage, cuisiner parfois, heu, prendre soin des chiens. Il y avait 3 gros chiens, donc on les sortait marcher en forêt, on amenait les enfants à l'école. Donc au final, c'était seulement quelques soirs par jour et ça me laissait beaucoup de temps aussi pour, travailler. Donc là, j'ai eu un 2e contrat, j'ai commencé à travailler, encore plus sur mes offres. Vu que le décor était magnifique, on a fait un photoshoot pour mon site web, un photoshoot pro, tout ça. Donc c'était un gros mois de volontariat en Belgique et quand j'ai fini ça j'avais un autre objectif dans la tête, qui était d'aller visiter une amie, une de mes meilleures amies d'enfance qui était en stage à Barcelone. Donc j'étais comme: «OK, destination Barcelone». J'ai repris un pass Interrail et j'en ai profité pour faire un circuit un peu plus long. Donc je me suis arrêtée à Andorre quelques jours pour, visiter la famille à mon papa et j'ai été un peu, autour, de Barcelone, à Tarragone, à Valence, à Valencia et puis, j'en ai profité aussi pour être en France, donc pour visiter, les Alpes françaises. Je suis passée par quelques villes et je suis rentrée à nouveau en Belgique, quelques jours, pour revoir mon copain et mes amis ici
Et là, j'ai repris un autre pass Interrail et je suis partie dans les pays Balkans. Là, en Slovénie, Croatie et je suis passée un peu par l'Autriche, l'Allemagne, Hongrie entre-temps. Et en Croatie, ce que j'ai eu, c'est un volontariat de 2 semaines sur une île, l'île de Korčula, absolument incroyable. Le volontariat était pas top, mais le décor, les paysages, la mer, c'était vraiment une belle expérience. Donc après, ces 2 semaines-là en Croatie, je suis revenue en Belgique où là, on a fait du house-sitting avec mon copain. Donc lui, il allait travailler à Bruxelles, mais moi, je restais dans la maison qu'on gardait avec 2 chiens, encore une fois. Et voilà, donc on a gardé une maison pendant 1 mois. Ensuite de ça, je suis rentrée au Canada pour 2 mois pour, 2 événements qui me tenaient à cœur. Donc il y avait le mariage d'une de mes meilleures amies et la collation des grades. Donc il y avait la graduation version belge, mais la graduation version québécoise. Lui, c'était une double maîtrise, un double master et c'était aussi un peu pour clôturer le chapitre de ma vie au Canada. Donc là, j'ai vraiment, vidé ma chambre, tout ça et vraiment, allégé allégé mes possessions. Et après, je suis revenue en Belgique et c'est là que j'ai fait l'expérience des marchés de Noël. Et c'est ce qui nous amène à maintenant où je suis, passée quelques mois en Belgique. OK, très, très chouette. Eh ben, déjà, je vais mettre dans les notes de l'épisode toutes les informations qui concernent le pass Interrail parce qu'effectivement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. C'est assez avantageux et puis surtout, c'est un moyen de transport qui est quand même écologique, le train, le moyen de Mmh. transport le plus écologique. Hem Et d'ailleurs, le fait d'avoir un voyage, respectueux, responsable, éthique et durable, c'est quelque chose qui te tient à cœur. D'ailleurs, tu as même écrit pour un journal sur ce sujet-là et puis tu as lancé ton propre média qui s'appelle Aventure autrement. Pareil, je mettrai le lien du site internet dans la description et puis il y a des réseaux sociaux aussi, donc un compte Instagram, qui s'appelle Aventure autrement, dont je mettrai les références sur lesquelles on peut suivre le média et s'y retrouver. Donc tu partages des récits d'aventures, de voyages, alternatifs, donc Mmh. d'expériences un peu hors des sentiers battus et donc j'aimerais te demander comment tu adaptes, ta façon de voyager, toi, pour, l'aligner avec tes valeurs? Oui, donc je te dirais que, le voyage responsable, c'est très important pour moi et sur plusieurs aspects parce que, si j'ai énormément voyagé dans ma vie, j'ai eu le privilège de voyager beaucoup et j'ai vu aussi de première main ce que ça peut faire le tourisme. Tu vois qu'il y a des lieux où c'est tellement, victime de surtourisme, que ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, j'ai de la famille qui habite à Majorque. C'est un endroit qui est très touristique et moi, j'étais allée là en mode, immersion locale, quoi. J'ai pas été chez les touristes, j'ai été chez les locaux et en les entendant parler, mais je me rendais compte qu'ils ont des enjeux de pénurie d'eau, qu'il y a plein d'enjeux liés au tourisme et que voilà, c'est beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont, voyager pour s'échapper de leur quotidien, mais ils vont transporter avec eux leur mode de vie normal, leurs habitudes et ils vont juste transposer ça à un autre lieu où ils vont juste être là sans nécessairement, s'intéresser à l'endroit où ils sont, à la culture locale et tout ça et donc je voyais vraiment un décalage, entre l'envie de de voyager et les impacts que ça peut avoir. Donc voilà, pour moi, c'est comme une grosse question aussi parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la cause environnementale et à comment on peut avoir des comportements plus responsables dans son quotidien. Tu sais, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne, végétalienne, tout ça, que je suis assez, opposée à la fast fashion, à la consommation de masse, tout ça. Donc, c'était juste naturel de me poser ces questions-là dans le voyage. Moi, ce que je fais pour l'adapter, bah, déjà, le slow travel, donc de prendre le temps, ça permet de, plutôt que de faire, plein de petits trajets, ou plein de petites destinations en avion, par exemple, ou, je sais pas, en voiture, bah, ça permet de dire: «OK, je reste plus longtemps au même endroit». Donc pour moi, ça déjà, c'est un premier pas et le nomadisme le permet. Donc, tu sais, l'année que j'étais en Europe, quand j'étais étudiante et que j'avais un horaire fixe, j'ai pas voyagé si loin en général. Tu sais, j'allais
en week-end à des destinations à proximité. Mais là, quand j'ai eu la liberté de partir longtemps, je suis partie des 2 mois, comme je te dis, et j'essaie toujours de voir avec le contexte que j'ai si les moyens de transport qui vont être plus bas carbone sont accessibles. Donc, par exemple, en Europe, le train et le bus, surtout le train, oui, il peut coûter plus cher que l'avion parce que, par exemple, quand on est allé en Scandinavie, par curiosité, moi, j'avais pas envie d'aller en avion, mais par curiosité, on a regardé, c'était 14 € le trajet pour la Laponie. 14 là! Tu te rends compte? C'est rien. Alors que le pass Interrail, le plus petit pass que tu peux prendre, c'est 4 jours sur un mois, il est au moins 150 €. Tu vois? Donc, tu te dis, «Punaise, comment c'est possible?» Tu vois? Bah, après ça, c'est des enjeux qui sont politiques, mais économiques, mais ça devrait être, réglementé. Le problème, c'est même pas que le train est trop cher, c'est que l'avion est trop peu cher aussi. Enfin, c'est les 2, hein, Exact. mais Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc déjà, si tu prends l'avion, bah, en fait, oui, genre, tu là, mais, tu pas toute la satisfaction d'avoir fait le trajet et t'as pas toutes les expériences impliquées dans le trajet. Parce que, comme je te disais, le train de nuit, on a adoré finalement. Tu sais, tu dans les couchettes, tu parles à des gens, c'est une belle expérience. Ça a permis de visiter plein de villes. C'est grâce au Pass Interrail, j'ai visité Stockholm, j'ai visité, bah, Copenhague, Oslo, Prague, Berlin, toutes ces villes-là, plutôt que aller-retour Laponie, Belgique, tu vois? Donc ça fait vraiment une expérience beaucoup plus riche et quand tu payes le 14 €, c'est pas beaucoup, mais tu sais, tu as des coûts environnementaux et sociaux, qui sont là quand même, qui sont invisibles. Après, je dis pas que je prends pas l'avion parce que je le prends quand même. Il y a des situations où, c'est le plus simple, c'est le moins cher ou alors, bah, j'ai de la famille qui est loin. J'ai de la famille qui est au Canada, mais plus maintenant, mais j'ai de la famille qui était au Canada et qui est en Colombie. Alors pour traverser l'Atlantique, un jour, j'aimerais le faire en voilier. Je veux avoir cette expérience-là, mais pour l'instant, tu vois, c'est pas possible et la famille, c'est pour moi, c'est super important. C'est une priorité de passer du temps avec eux. Donc je vais quand même prendre l'avion pour aller les voir, tu vois? Donc j'imagine qu'il y a des gens, qui pourraient dire: «Bah, est-ce que c'est contradictoire de faire plein d'efforts pour voyager bas carbone en Europe et finalement, voler pour aller en Colombie?» Mais moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis plus dans l'optique de je vais essayer des d'autres manières de voyager et le fait que je le fasse, ça peut donner envie à des gens de l'essayer pour des trajets qui sont possibles et c'est la même chose avec mon véganisme parce que j'en parle moins maintenant, mais il y a une époque où ça a été mon grand sujet d'intérêt. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur mon véganisme, tu vois? Et je me suis vraiment rendu compte que c'est de le faire, puis de montrer que c'est possible et accessible et de donner cet exemple-là, qu'il y a des gens qui ont envie de l'essayer et cet effet boule de neige, il va être beaucoup plus puissant que de juste moi, le faire ou pas le faire, tu vois? Donc c'est la même chose pour les voyages. C'est de dire: «Ah bah là, tu sais, je prends le train, pour aller découvrir l'Europe, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre l'avion plusieurs fois dans l'année pour des petites destinations et qui pensent pas au train et qui, là, vont dire: «Ah, c'est cool, tu as fait un Interrail. Oh, tu as fait un train de nuit. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Comment ça se passe?» Et ça donne envie. Donc c'est beaucoup dans cette idée-là aussi de le partager, de faire des récits où tu dis: «OK, bah, si dans le contexte, dans le temps que j'ai, c'est possible ou si je peux faire le choix qui va aller plus vers ça, bah, pourquoi pas le faire? Et une fois sur place, bah, c'est vraiment, d'être super, ouvert à entendre le point de vue des locaux sur c'est quoi les enjeux, puis agir le plus respectueusement possible. Tu arrives là, tu es chez eux, tu es invité chez eux, donc il faut pas agir, en mode, «Je peux faire ce que je veux», tu vois? Donc c'est vraiment comme d'entamer cette discussion-là quand c'est possible, d'adopter des comportements, c'est que si toi, c'était chez toi, tu aurais envie que les autres se comportent comme ça, tu vois? carrément. Mais c'est très vrai ce que tu dis, je trouve, sur, l'effet boule de neige et d'ailleurs, je l'avais jamais vraiment envisagé comme ça, mais moi, par exemple, je suis devenue végétarienne, pareil, il y a très, très longtemps, il y a 10 12 ans, parce que j'avais vu quelqu'un, à l'époque, en plus, j'étais ado, donc voilà, et j'avais trouvé ça génial, j'avais vu que c'était possible et pareil, ce que tu es en train de faire là, de partager tes expériences, bah, ça donne envie à plein de gens, j'espère. En tout cas, moi, ça me donne envie et il y a clairement des expériences que j'aurais jamais osé tenter, mais que parce que tu m'en parles, l'effet que ça a eu sur toi et tout ce que ça t'a apporté, parce que je donne des bons plans de pratique aussi des plateformes et ben, ça marche. D'ailleurs, c'est un peu aussi l'objectif
du podcast, de Madness, mais aussi de ton métier Aventure autrement. Et tu as créé un guide d'ailleurs pour planifier un voyage alternatif. C'est un e-book, donc un guide gratuit format numérique qui vient juste de sortir. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire qu'on a créé, parce que toi aussi, tu as participé à ce e-book. Toi et deux autres personnes que je vais mentionner, donc Yuna, qui est travel planner éco-responsable et qui a été sur le podcast, et Edwige, qui est illustratrice spécialisée aussi en voyage tourisme. Donc, c'est une super équipe avec laquelle on s'est réunis pour produire ce e-book qui s'appelle « 5 clés pour un voyage alternatif ». Et là, on explore plus en profondeur ce que j'ai mentionné maintenant, donc comment faire des choix pour voyager plus responsablement, donc dans les destinations. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, oui, les destinations qui sont victimes de surtourisme, mais y aller en basse saison, par exemple. Donc là, on va donner beaucoup plus de conseils, de ressources pour le faire, d'adapter le temps au déplacement. Donc, si on part pour 1 an et tu prends l'avion pour 1 an, OK. Si tu pars pour 2 jours et tu fais ça 10 fois sur l'année, c'est beaucoup. Donc, il y a des manières de calculer l'empreinte carbone et on a aussi des ressources pour ça. On va avoir, comme ça, donc différents sujets, concepts, qui permettent de dire, «OK, bah, c'est possible». Dans les transports alternatifs, par exemple, pour un voyage à vélo, moi, j'ai jamais fait encore de voyage à vélo, mais vu que j'interviewe des gens qui en font, ça me donne très envie aussi maintenant. Puis, on a plusieurs barrières qu'on peut se mettre, mais là, on va donner quelques conseils pour, OK, comment faire le voyage à vélo? Et à côté du e-book, on a aussi lancé le workbook, qui a été préparé par, Yuna Travel Planner. Donc, c'est un outil super intéressant où vous pourrez vraiment passer à l'action et il y a des questions pour vous guider. Vous pourrez noter et construire votre voyage alternatif. Tout à fait. Donc moi, j'ai le plaisir, d'illustrer ce projet, donc l'e-book et puis le workbook avec, mes photos de mes différents voyages nomades et d'écrire aussi une section sur la question du nomadisme justement. Vous pouvez télécharger, ce guide gratuitement. Je vous mettrai évidemment la référence, ce sera le tout premier lien dans la barre de description. Et tu parlais un peu de tes projets pour la suite. Alors, est-ce que tu peux, nous en dévoiler un peu plus, si tu sais un peu où est-ce que tu vas partir, dans les mois qui arrivent? Oui, donc bah, le projet de nomadisme continue, et solo pour un bout. Donc en fait, ici, je suis, en Europe, en Belgique, jusqu'au mois d'avril et après, je vais me diriger tout doucement vers l'Australie, en slow travel. Donc là, j'ai pris un pass Interrail de train pour aller premièrement jusqu'en Turquie. Voilà, je vais le faire en plusieurs étapes en passant par Vienne, en Autriche, par Bucarest en Roumanie, Sofia en Bulgarie, puis Istanbul, en Turquie. Et c'est à peu près un plan, une ligne directrice, mais je laisse aussi la vie me guider. Donc, je ne réserve pas tout d'avance et je décide pas déjà exactement je vais être combien de temps dans chaque endroit. J'ai envie aussi un peu de voir avec mon feeling. Donc c'est ça. L'Interrail, ça offre cette flexibilité-là de me dire, OK, ben, j'ai le droit de voyager 4 jours sur un mois. Je les décide comme je veux. Puis, en fait, mon objectif, c'est d'être en juillet en Thaïlande parce qu'il y a mes parents qui sont nomades aussi maintenant, qui vont être en Thaïlande et j'ai envie d'aller les rejoindre. Donc voilà, mais je sais que d'avril à juillet, j'ai comme ces mois-là pour me diriger tranquillement, tout en travaillant et en gardant mon activité freelance, qui est super important aussi. Donc je vais adapter les 2 pour pouvoir continuer à travailler, pour être très disponible pour mes clients, avoir les rencontres, répondre à leurs demandes. Donc voilà, c'est un nomadisme, qui pour le contexte aussi se veut, slow, se veut lent. Et finalement, il y a mon copain qui va sûrement venir, me rejoindre en Thaïlande et bref, après on verra pour la suite, mais c'est les projets à court terme. C'est trop chouette. J'imagine qu'on pourra suivre tes aventures sur, le compte Instagram d'Aventure autrement peut-être? Oui, tout à fait, donc j'ai bien hâte de commencer à documenter, le voyage par là, puis je continuerai aussi à mettre en valeur des rencontres que je fais peut-être cette fois sur la route. Pour l'instant, j'ai interviewé beaucoup de personnes incroyables par visio, mais je me dis que peut-être je vais en croiser en vrai. Donc
toutes ces rencontres, toutes, ces aventures, vous allez pouvoir les suivre sur Aventure Autrement. Trop chouette, trop hâte. Et puis, peut-être, pour, conclure cet épisode, ton ou tes conseils pour quelqu'un qui voudrait être nomade, mais qui a pas franchi le cap? Oui, bah, donc déjà, mon premier conseil, ce serait d'essayer le mode de voyage de nomadisme à petite échelle. Donc moi, je l'ai fait, comme je l'ai dit, en finissant mes études, j'ai pris mon sac à dos et je suis allée 5 mois, en bus en Espagne et au Portugal et ça m'a permis de voir: «OK, bah, je peux vivre avec, très peu de choses et j'ai pas besoin de plus». Donc déjà, c'est une première réalisation. Puis je suis comme: «Ah bah, oui, je peux aller dans des auberges, je peux cuisiner, je peux subvenir à mes besoins, puis être bien. Je peux loger chez l'habitant». Donc c'est un peu en mode test, mais dans un contexte, sans pression. Quoique moi, j'avais même plus de logement à ce moment-là, mais bon, tu sais, c'est facile de le faire pour un mois tout en gardant sa sécurité. Comme ça facilite le départ. Puis, tu sais, moi, une fois que j'ai fait ça, je me casse plus la tête. Je sais ce que j'ai besoin pour vivre. Je sais ce que je mets dans mon sac. J'ai même plus besoin de checklist parce que c'est intégré dans mon esprit. Et une fois qu'on a essayé puis qu'on dit: «OK, pourquoi pas?», ben, ce que je conseille, c'est quand même avant de partir, de déjà commencer l'aventure de nomadisme. Et je m'explique. Ça veut dire de bâtir un réseau de gens qui vont pouvoir être là pendant l'aventure, qui vont pouvoir éventuellement, être, des clients, des partenaires, même en affaires si on veut développer une business. Donc même tout simplement d'aller prendre des cafés avec des gens du réseau, leur parler du projet. Moi, ça m'a amené des opportunités de faire ça et de se lancer. Tu sais, si vous avez cette envie-là, moi, j'avais cette envie-là avant covid. Je pensais même pas aller à la maîtrise et continuer mes études. Je pensais partir voyager et covid arrive, ça m'a fait allonger mes études, même si c'était pas mon plan de base. Mais l'envie, elle était là et maintenant je l'ai suivie et j'en suis vraiment contente parce que ça me rapporte énormément. Donc même chose pour vous, là, ça vaut la peine de le tenter et au pire, ça marchera pas. Moi, si je me suis dit: «Si ça marche pas, c'est pas grave, je reviens puis je me rebâtis une vie, heu, plus classique». Mais pour l'instant, ça fonctionne et je suis super contente. Donc heu, donc voilà, je vous le souhaite aussi. Super, trop chouette, merci pour tous tes conseils. Un truc que tu as dit qui m'a beaucoup parlé, quand tu dis qu'il faut bâtir un réseau avant de partir, enfin il faut pas, mais que c'est une bonne chose et que ça peut t'aider. Je pense que c'est vrai du point de vue professionnel, quand comme ça on est freelance et qu'en plus on construit une activité. Et je me dis, moi, un truc que j'ai pas fait et que je regrette peut-être un peu, enfin que j'aurais pu faire, c'est d'aussi bâtir un réseau de juste autres personnes qui viennent d'autres pays, qui peut-être voyagent Tout aussi. à fait. Et je me dis, il y a des événements généralement qui existent, qui sont des échanges linguistiques, par exemple, ou des événements de nomades. Dans les grandes villes, il y en a plein, plein. À Paris, je sais qu'il y a l'application Meetup, par exemple. Il y a Internations, enfin, il y en a plusieurs. Et je me dis d'aller là-bas, de rencontrer des gens, d'échanger, de connaître leurs expériences, de peut-être, ben, ça peut être une opportunité si la personne, justement, a besoin un jour qu'on garde sa maison ou son chien ou qu'on peut la recroiser sur la route. Ça peut créer plein de liens et qui rajoutent peut-être une zone de confort aussi quand on débute dans ce mode de vie-là. Oui, totalement et ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est de loger des gens chez vous. Parce que moi, je suis souvent allée chez des gens qui m'ont dit: «En ce moment, je suis pas dans le contexte qui me permet de voyager, mais je voyage déjà en accueillant des gens chez moi». Donc l'aventure commence aussi. Mais en plus, après, tu restes en contact avec ces gens-là, pas nécessairement de s'écrire tout le temps, mais tu as le contact. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui vient dormir ici, puis c'est quelqu'un d'Australie et je vais en Australie l'année prochaine, bah, il y a un lien qui est fait. Donc si en ce moment, c'est pas le contexte propice pour commencer le nomadisme, bah, pourquoi pas ouvrir votre maison, votre appartement, votre canapé même, à des gens, donc en vous inscrivant, si vous êtes une femme, sur le site Nomadister ou sur tous les autres sites qui existent pour accueillir les gens et ça commence à bâtir le réseau, de voyage international. Ouais, carrément, c'est un très bon conseil, je trouve. Écoute, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui qui se fait déjà long, mais on se retrouve la semaine prochaine pour entrer un peu plus dans les détails pratiques de tes expériences. Donc, comment tu trouves tes logements, comment tu t'organises pour travailler en itinérance, pour que tu nous parles de tes expériences de volontariat, house-sitting, en éco-village aussi. Et puis, pour que tu nous parles de la façon dont tu concilies ton nomadisme solo et ta relation de couple.
Donc d'ici là, je vous laisse aller télécharger gratuitement l'e-book qui vous aidera à planifier un voyage alternatif et puis le workbook pour mettre tout ça en pratique. Ça se passe dans le lien en description. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!